but I can't help it. Salam alaikum, et bienvenue dans votre émission Oussama Live. Alors, ce soir, je reçois un invité exceptionnel. Elle nous vient de Casablanca. Elle vient d'atterrir il y a quelques minutes à l'aéroport de Bruxelles. Elle vient nous présenter ce soir son nouveau livre à haute voix. Salam alaikum, Aïcha Chena. Oui. C'est un honneur pour moi que de vous recevoir ici. C'est pour moi aussi et ça me fait vraiment plaisir que les gens, à travers les frontières, nous suivent et que vous nous regardez. Voilà. Oui. Alors, que vous nous supportez, ça c'est très important pour nous. Alors, vous êtes très connu au Maroc. Ici aussi, vous avez, on va dire, votre... J'ai pu le constater à l'aéroport. Voilà, votre fan club à l'aéroport. Vous m'avez dit hors antenne qu'il y avait des gens et des personnes qui vous ont reconnu. Pour les téléspectateurs et les téléspectatrices qui ne vous connaissent pas encore. Donc, vous êtes de Casablanca, votre ville natale. Vous êtes fondatrice et présidente de l'association Solidarité Féminine, donc ASF de Casablanca. Vous êtes ce qu'on peut appeler une militante de longue date, puisque vous luttez pour les plus déshérités depuis plus de 35 ans. Non, 35 ans par rapport à Solidarité Féminine et la cause des mères célibataires et des enfants nés en dehors du mariage. Mais sinon, dans le domaine social et associatif, c'est ma 55e année de vie dans le monde social et associatif. Et croyez-moi que c'est une grande école. Quand on prend le temps d'observer et d'écouter surtout avec les tripes. On apprend beaucoup de choses et on cherche les solutions. Ça fait partie un petit peu de mon caractère. C'est inné en moi. Je ne peux pas m'empêcher. Alors, on va revenir sur votre carrière et sur votre livre à haute voix ici que je présente à l'écran. Mais avant ça, laissez-moi présenter mon deuxième invité, Ismaël Almoravid. Salam alaikum. Alaikum salam, Oussama. Comment allez-vous? Bien. Vous avez fait un bon voyage, un bon trajet? Oui, vous êtes resté de Bruxelles, vous? On vient de l'aéroport, directement chez vous pour être à l'heure. Ah ben, ça me fait plaisir. Ismaël, c'est pas la première fois que vous venez ici dans mon plateau. Non. Vous êtes, vous, président de l'association Orphelins du Monde, qui lutte en faveur des orphelins de tout le Maroc. Donc, vous collaborez avec la ville de Bruxelles, puisque demain, Aïcha présentera son livre à haute voix et son parcours devant le public de l'hôtel de ville de Bruxelles. Tout à fait, oui. Ça fait maintenant 2 mois qu'on est sur ce projet. Et donc, les Chefins Ouriagli de la ville de Bruxelles nous a gracieusement prêté la salle pour tenir tout d'abord un colloque international, donc Femmes d'ici et d'ailleurs, entre émancipation et souffrance, et pour la présentation du nouveau livre de Solidarité Féminine, à haute voix, voilà, que je présente, et qui est représenté ici par Aïcha Chena et Hafida Elbaz, donc chargée de mission auprès de Solidarité Féminine, qui sera aussi intervenante au colloque de demain. Aïcha Chena, avant de parler proprement dit de ce livre, on ne va pas s'attarder sur votre longue carrière de battante, de militante. Vous défendez pas mal de causes. Vous avez commencé en luttant contre, à militer à la Ligue contre la tuberculose. Alors, oui, c'est-à-dire que dans mon parcours, j'ai commencé à travailler très jeune, à 16 ans et demi. Et à l'époque, je travaillais comme secrétaire médico-social à la Ligue anti-tuberculose. Et en même temps, si vous voulez, j'étais engagée dans le monde associatif en tant que animatrice d'éducation sanitaire. À l'époque, on demandait des volontaires. Je le faisais volontairement. Donc, il y avait la Ligue anti-tuberculose, mais tout de suite après, la Ligue de protection de l'enfance et d'éducation sanitaire qui, elle, avait besoin de gens, de militants, de gens de bonne volonté pour apprendre à l'époque aux mamans marocaines comment élever un enfant, comment le nourrir. Vous imaginez dans ces années-là, 58, 59, 60, beaucoup de femmes ne savaient pas exactement comment nourrir un bébé. Il y avait, imaginez le Maroc où il y a les légumes, où il y a tout ce qu'il faut. Les enfants avaient le quatuor-corps. C'est quand même... c'est venu tout simplement parce que les mamans ne savaient pas. Et puis l'éclatement de la société, elles sont plus dans leur milieu familial où la grand-mère apprend à la jeune maman comment il faut faire. Donc elle se débrouille comme elle peut. Et à cette époque-là, on avait besoin de volontaires pour ça, pour l'alimentation des bébés. On avait besoin de volontaires pour expliquer les vaccinations, le BCG et les autres vaccinations qui sont venues après. Et la tuberculose, on avait aussi besoin de gens qui accompagnent les tuberculeux parce que à l'époque, il y avait énormément de tuberculeux au Maroc. Et la chance, et ça c'est quand même extraordinaire, je voudrais rappeler ça,
aux Marocains qui ne connaissent pas exactement ce qui s'est passé dans leur pays. Oui. Dans les années 59-60, la Ligue antituberculeuse, non seulement soignait, dans le cadre de la santé publique, évidemment avec une collaboration, soignait les tuberculeux, mais leur donnait une prime chaque mois pour pouvoir manger correctement. Ça, c'est quand même... Oui. On ne le dit pas suffisamment, mais cette association, en tous les cas, et je sais puisque j'étais chargée de ce service auprès des tuberculeux, et c'est là où, si vous voulez, j'ai appris à connaître ma société, à l'écouter, mais elle m'écoutait. C'est-à-dire vous avez appris à connaître la société marocaine marocaine, oui, à l'écouter. En défendant des causes. Voilà, c'est ça. Je découvre, je suis curieuse. Et à l'époque, il y avait une assistante sociale qui m'observait. Elle est morte l'année dernière. Non, cette année, le 13 août 2014. Elle s'appelle Noël Courtecuisse. Elle m'avait observée. Et puis, elle décide de m'envoyer à l'école d'infirmière pour faire l'école d'assistante sociale. Alors, imaginez cette femme. Elle me convoque, elle me dit « Tu vas faire l'école ». Je dis « Non, je ne vais pas faire l'école, j'ai besoin de mon argent. Moi, j'ai besoin de payer le loyer. J'ai ma mère à ma charge. Moi-même, je suis à ma propre charge. » Elle m'a dit « Je te dis que tu vas faire le concours et puis on va voir. » Oui. Et elle m'inscrit à 2 concours. Un concours très difficile qui demande le niveau bac que je n'avais pas. Et un autre concours plus facile qui ne demande pas le niveau bac. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Dans l'espoir d'échouer. Regardez, c'est idiot, mais je dis cette vérité pour que les gens sachent aussi ce qui s'est passé dans ma vie. Alors, je passe le concours le plus difficile. Et le jour où il y avait le concours le plus facile, je vais au cinéma voir Autant n'emporte le vent. Oui. Cette assistante sociale, Hafida El-Beuz et moi, était venue au Maroc en 2008. Et elle est venue me rendre visite parce qu'elle voulait voir le phénomène, qu'est-ce qu'il est devenu. Hafida lui dit « Mais pourquoi vous l'avez forcée à faire ce qu'elle a fait ?» Elle se tourne vers Hafida et lui dit « Est-ce que je me suis trompée ?» Alors pourquoi je raconte ça? Je raconte ça parce que je veux dire à la société qu'il faut découvrir les talents, qu'il faut les pousser, il faut les soutenir. Et je suis peut-être l'unique cas exceptionnel qui a été accompagné, et j'ai fait cette école d'état d'infirmière. Et pour pouvoir faire l'école d'état d'infirmière, le président de la Ligue antituberculeuse a accompagné cette assistante sociale en démarché auprès du ministre de la Santé publique. Et j'ai pu avoir exactement la même somme comme salaire tout en étant à l'école d'état d'infirmière. Je raconte ça parce qu'aujourd'hui, je suis en train de rendre à la société ce qu'elle m'a donné. Elle m'a beaucoup donné. Et c'est un devoir de remettre ça et surtout de dire aux jeunes, ayez l'espoir, il faut foncer. Il faut vraiment... Ah ben, vous donnez beaucoup d'espoir en entendant votre histoire et votre anecdote. Il faut croire et pouvoir. Pouvoir, c'est croire et croire, c'est pouvoir. Et les deux sont liés. Et évidemment, il faut chercher des solidarités pour accompagner tout ce Bien sûr, et votre engagement. longue carrière démontre cette équation. Alors, votre carrière est remplie d'anecdotes. En 1972, vous animez une émission... Je commence, oui, c'est vrai, là, vous me rappelez. Une émission marocaine, parce que je connais tout sur vous et je vous ai étudié. Madame Aïcha Chena, en 1972, une émission d'éducation sanitaire à Casablanca. Oui, absolument. Alors, à l'époque, d'abord, j'ai commencé par la radio, tout simplement. En arabe dialectal, donc on expliquait les vaccinations, la nutrition des enfants, tous les conseils d'hygiène, etc., etc. Et puis, il y a eu la chaîne marocaine qui a décidé de mettre un programme d'éducation sanitaire en faveur des femmes et des mamans. Oui. D'accord. À l'époque, il y avait le lancement du planning familial au Maroc. Et les politiciens avaient une peur bleue du mot planification familiale. Tout de suite, ouais, vous voulez nous empêcher de faire des enfants, mais quoi, qu'est-ce que c'est que ça? On veut limiter les naissances, etc., etc. Et on nous interdisait, absolument interdit. Il ne fallait pas mélanger le côté social, côté économique. Oui. Il fallait parler juste de la santé de la mère, etc. Donc vous avez des restrictions par rapport j'étais embêtée. à votre émission. J'étais embêtée. Alors qu'est-ce que je fais? Comme on me demandait d'amener les mamans au plateau, je prépare les mamans. Et c'était du direct. Donc à l'époque, on ne coupait pas encore. Oui. Et les mamans me posaient la question fâcheuse que les autres politiciens ne voulaient qu'on ne me pose pas. Et elles parlent du lien économique, social et nombre d'enfants. Et voilà, je m'en sors très bien
On ne me reproche pas de faire ce qui est interdit, puisque ce n'est pas moi, c'est elle qui... Elle m'a posé, il faut bien que je réponde. Et voilà que j'amène... Et depuis d'ailleurs, je n'arrête pas pour tous les sujets qui fâchent. Je prends en considération les mentalités marocaines, c'est très important. Et nous sommes en 2014. Et aujourd'hui, avec toute cette carrière derrière mon dos, j'ai pris conscience que dans les sujets qui sont extrêmement sensibles, il faut travailler avec les mentalités. Quels que soient les degrés des politiciens, là je fais une fleur aux politiciens. D'habitude, je ne leur fais pas de fleurs. Oui. Je suis tout le temps en bagarre contre eux. Vous êtes dur avec les politiciens? Oui, parce que j'estime qu'ils sont en devoir de répondre aux attentes de la population. En même temps, c'est les responsables. Oui, ils sont responsables. Et ce que je n'apprécie pas chez les politiciens, c'est les calculs. Il y a trop de calculs entre eux. Oui. Mais là, si vous voulez, pour défendre ma cause, je me dis, je ne prends pas de couleur politico-politicienne, je travaille avec tout le monde, avec tous les politiciens, dont c'est le métier. Ils peuvent être de droite, de gauche, du centre. Votre couleur, c'est un peu la couleur humanitaire. Moi, je parle à l'être humain et je me dis que cet être humain, ce politicien, doit aussi mettre sa science politique au service d'une cause qui est très importante, et c'est celle de l'enfant. Qui, lui, c'est ça, oui. Ça c'est mon dada. L'enfant, lui, n'a pas demandé à venir au monde. Donc, c'est un devoir de la société de pouvoir le préparer à vivre dans la dignité autant que possible, avec sa maman, retrouver son papa et sa famille, oui. Autant que possible. Maintenant, parce que là, je suis avec l'association Orphelins du Monde, il y a des accidents de la vie aussi. Alors, les orphelins aussi doivent avoir une prise en charge correcte pour pouvoir donner des citoyens. Vous savez, 20 ans, c'est demain. Oui. C'est très rapide. Ça passe vite, le temps passe vite. Le temps passe vite. Si vous ne préparez pas le citoyen aujourd'hui à être ce qu'il doit être demain, il ne faut pas se reprocher après. Au Maroc, en ce moment, on a beaucoup parlé de Tcharmil. Tcharmil, c'est des jeunes révoltés, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a un lien avec la Tcharmila? Oui, c'est ça. Oui. Je dis, attention, aujourd'hui, c'est le Tcharmil. Mais ça, ce n'est que l'hors d'œuvre. Dans 20 ans, ça va être le plat de résistance. Alors, soit on travaille aujourd'hui, et il faut y aller vraiment plein tube, pour préparer cette génération à vivre dans la dignité. Sinon, on va droit dans le mur et c'est des problèmes graves qui vont, que notre société va rencontrer. Et c'est dommage. Et après, je vais... si vous voulez, là, on va en débattre, on a le temps, Le temps passe vite, mais aussi dans cette émission. Oui. Petite parenthèse, Tcharmila, voilà, big up à toutes les mamans qui préparent des bonnes... Je voudrais quand même de bonnes Tcharmila. Il y a encore, bien sûr, il y a encore, on va débattre sur ce livre à haute voix, Ismaël Al-Moravid, en entendant Aïcha Chena. Vous avez les mêmes yeux que j'ai le dimanche matin quand je regarde les dessins animés, c'est-à-dire vos yeux petits. Est-ce que vous êtes admiratif, j'imagine, face à Aïcha quand elle raconte ses anecdotes et son parcours? Moi, j'ai rencontré Aïcha en 2012 et je suis tombé amoureux. Hein, c'est le charme. C'est réciproque. Je l'ai souvent dit, Aïcha. Quand vous l'entendez parler, vous êtes absorbé par son discours et elle sensibilise une thématique, on va dire, taboue, très compliquée dans la société marocaine, mais aussi dans les sociétés européennes. Hein. Tout le monde, et travers le monde. Tout à fait. Et à travers le monde. C'est vraiment une thématique compliquée. C'est pour ça qu'on multiplie les rencontres avec Madame Chena ici à Bruxelles, qu'on sensibilise chaque fois qu'il y a un nouvel ouvrage de solidarité féminine comme celui-ci, à haute voix. Et voilà, et donc l'événement à l'Hôtel de Ville servira aussi à sensibiliser une partie de la population qui n'a jamais entendu parler d'Aïcha Chena, ce qui est compliqué, car tout le monde la connaît, et de la thématique qu'elle défend. Donc c'est pour ça que ça nous tenait à cœur d'organiser ça, et dans on va dire, un endroit symbolique qu'est l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Bien sûr. Aïcha, en 1985, vous fondez l'association Solidarité Féminine de Casablanca, qui a pour but d'aider les mères seules démunies à se prendre en charge par leurs propres moyens. 10 ans après,
Donc en 1995, l'association reçoit le prix des droits de l'homme de la République, française à Paris. Oui. Une reconnaissance que vous prenez comme une victoire, j'imagine. Oui. Donc je voudrais quand même rappeler aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent que l'association Solidarité Féminine a vu le jour en 85, mais elle a toute une histoire, elle a ses racines qui sont dans cet engagement avant. Vous savez, avant... Officiellement en 85, oui, administrativement, 85, administrativement, on a créé l'association. Je voulais attirer l'attention sur le fait que, à haute voix, c'est pas un livre que j'ai écrit personnellement, c'est celui de l'association Solidarité Féminine. Je vous dirais que c'est un petit peu le bébé de Hafid Albès, parce que c'est elle qui a encadré les mamans pour qu'elles témoignent, elle a fait tout le boulot. Elle m'a toujours entendu dire... Bon, moi j'ai écrit, j'ai parlé, et je voudrais que ce soit les mamans aujourd'hui qui parlent et leurs enfants. Voilà. Alors, j'attire l'attention par rapport à la création de Solidarité, que les gens qui m'écoutent et qui me regardent, ce n'est pas venu parce que je suis moderniste, ce n'est pas venu parce que je veux faire comme le monde occidental, ce n'est pas ça du tout. C'est que j'étais jeune, j'ai vu les enfants abandonnés rentrer par paquet et mourir par paquet dans l'indifférence. Voilà. C'était votre déclic? Alors, le déclic, en fait, je ne vais pas raconter tous les déclics, mais je vais raconter un qui est symboliquement très fort. Allez-y, comme ça, après on parle du livre. En 81, je me trouve dans le bureau d'assistance sociale, qui était ma voisine de bureau. J'étais animatrice d'éducation sanitaire et sociale à l'époque. Et je vois dans son bureau une jeune femme qui avait un petit garçon. Oui. Moi, je venais de rentrer de congé de maternité. Le petit garçon avait à peu près l'âge du mien. Et cette maman aurait pu, c'est une mère célibataire, elle aurait pu faire comme les autres mamans à l'époque, accoucher à la maternité, signer l'acte d'abandon et rentrer chez elle, ni vu ni connu. Les enfants allaient dans les maisons d'enfants abandonnés, qu'ils meurent, qu'ils vivent, qu'ils soient adoptés, ça c'est une autre histoire. Sauf que cette jeune femme ne voulait pas abandonner son bébé, puisqu'elle lui a donné le sein. Du moment qu'il avait quelques mois, ça veut dire qu'elle a quand même gardé quelques mois, ou quelques semaines, 5 semaines ou 10 semaines, c'est quand même pas mal de temps. Et elle donnait le sein, donc le bébé tirait le lait. Et au moment où elle signe l'acte d'abandon, elle met les empreintes digitales sur l'acte d'abandon, elle va tirer d'un coup sec, rageur, le sein de la bouche de son bébé, le lait va gicler sur le bébé va crier. Ce cri est là. Je suis sortie en cachant mes larmes et j'ai juré plus jamais ça. Je n'ai pas dormi la nuit. Pendant toute la nuit, autant je m'occupais de mon bébé à moi, autant je pensais à ce bébé qui était privé. Non seulement il est privé du sein de sa maman, mais il va probablement mourir de dépression. On ne parlait pas de dépression des nourrissons, ils se laissaient mourir. Oui. C'est vrai que c'est une histoire qui est très compliquée, qui continue à être compliquée. Alors aujourd'hui aussi, malgré que les maisons d'enfants abandonnés sont mieux outillées au Maroc, il y a, si vous voulez, une meilleure prise en charge. Moi, je dis non, un enfant doit rester avec sa maman autant que possible. Sa mère. Et c'est pour ça qu'est venu ce combat, pour que les mamans célibataires gardent leur bébé. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile du tout. Oui. On m'a traité de tous les noms. De tous les noms. J'encourage la prostitution. J'ai été condamnée dans les mosquées. Je veux dire, il y a beaucoup de choses. Mais il fallait... Vous avez continué, malgré les critiques. Et vous en avez fait un combat de votre vie. Je vais être honnête. C'est vrai qu'en 2000, avant déjà à la création de Solidarité, je ne dis pas les islamistes, hein. Je dis la société de façon globale. Ça peut être des médecins, des ingénieurs, des gens comme vous, comme ça, qui vont dire oui, tu crées une association, donc tu encourages la société à être occidentalisée. Nous, si on va voir les mères célibataires, tu encourages la prostitution, et j'en passe. Bon. Par la suite, il y a eu un mouvement féminin pour demander le changement du code de la famille en 2000, dans les années 99-2000. Donc il y avait un mouvement sociétal, associatif, qui réclamait le changement du code de la famille. Et c'est là où j'ai eu... Encore, c'est la télévision qui va me valoir cette... entre autres, qui va me valoir cette condamnation par les extrémistes, parce que je vais être invitée à la télévision Al Jazeera et je vais parler en arabe pendant 45 minutes. Vous imaginez, 45 minutes en arabe, et ça passe à travers le monde. Et là, je sors tous les problèmes. Et la mère célibataire, et l'enfant né en dehors du mariage, et l'inceste, et les viols, tout ce qui est caché, les petites bonnes et tout. Donc on vous met pas mal d'étiquettes alors là, ça n'a pas tardé. C'est là où j'étais condamnée dans les mosquées. Alors aujourd'hui,
c'est vrai qu'il y a eu un mouvement associatif et médiatique. Les médias ont été d'un grand secours de solidarité envers la personne de Mme Chna, envers le projet Solidarité féminine. Et il y a eu un moment très fort où le roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI, m'a reçu au Palais Royal. Et à l'époque, j'avais déjà écrit Miseria. Alors Miseria, ça c'est moi, ce sont des témoignages. Parce qu'avant de prendre la parole, vous savez, les Marocains ne sont pas bêtes. Vous ne pouvez pas leur parler comme ça. Moi, je ne suis pas une politicienne. Fabriquer des choses, je ne sais pas le faire. Mais parler à partir de faits concrets. Voilà ce que j'ai vu dans la société. Voilà ce que j'ai fait à mon niveau. Oui. Et je n'ai pas réussi, ou j'ai réussi. Je vous adresse une lettre ouverte. Lisez, vous comprendrez votre société. Je vais vous les laisser. Je vais vous les laisser, vous aurez de la lecture. Avec plaisir. Donc vous racontez, dans votre premier livre, vous racontez des vérités insupportables qui ont amené pas mal de soucis, oui, comme vous venez de l'expliquer. Donc on va s'attarder maintenant sur, on va dire, votre bébé aussi, oui, puisque même si c'est la c'est Solidarité féminine, bon, disons qu'il a écrit. Oui. Donc c'est un ouvrage, c'est un livre qui un peu retrace un peu les parcours des femmes célibataires, oui, et l'évolution de leurs enfants, alors, dans la société marocaine. Alors parlez-moi un peu de ce livre. Est-ce que c'est une continuité par rapport, oui, quand vous lisez ça et vous lisez ça, vous allez trouver déjà qu'il y a une différence, parce que là, il y a eu quand même un vécu où les mamans ont pu garder leurs enfants. On a pu aussi avoir les témoignages des enfants des mères célibataires qui, eux, racontent leur vie. Ils s'adressent à la société pour dire « voilà comment je ressens, voilà ce qui se passe ». Les changements déjà qui se sont produits entre ces histoires qui sont authentiques. Et là, pour ce livre, j'ai sillonné le Maroc en long et en large. Ça, c'est les mamans qui sont venues à Solidarité féminine et qui ont pu parler. En gros, donc les témoignages vous racontez des vérités dans le premier, Miseria, et en gros, ce deuxième, c'est un que sont-ils devenus? Donc leurs enfants. Voilà, c'est ça. Que sont-ils devenus? Et leur vécu d'aujourd'hui. Parce que c'est pas si facile d'être enfant de mère célibataire, c'est encore très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de loi. Et c'est là où je voulais en venir. Parce que là, les médias jouent un rôle très important et les associations jouent un rôle très, très important. Pour que les lois puissent changer, ils doivent être acceptés par une société. Les mentalités doivent changer par rapport à tous les problèmes que nous vivons. Dans notre pays, je parle du Maroc, c'est celui que je connais le mieux, mais je sais que ça se passe à travers le monde, c'est la même chose. Quand vous n'avez pas... Comment? La misère n'a pas de frontières. Vous savez ce que j'ai découvert cette année? Je vous le dis parce que je n'ai pas eu la chance d'apprendre l'arabe quand j'étais petite. J'ai appris un petit peu le béaba, mais après j'ai appris un petit peu. Mais là, j'ai eu l'occasion de lire des livres. Et ce que j'ai découvert, vous savez, quand vous êtes enragé, vous cherchez à comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que je découvre cette année? Je suis longue à la détente, mais ça ne fait rien. Le premier verset coranique pour les musulmans qui se respectent, qui respectent leur religion. Mohammed, quand il a reçu l'ange Gabriel, qu'est-ce qu'il lui a dit? Lis. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min alaq. Lis au nom de Dieu qui t'a créé. Il t'a créé à partir d'un caillot, c'est-à-dire d'une cellule mâle et femelle. Alors pourquoi nos responsables à nous ont du mal à faire passer des cours d'éducation sexuelle alors que c'est écrit dans les textes coraniques? Il y a une contradiction, et ça, c'est un problème de ce qui se passe dans la tête des gens. Oui. Vous voyez? Et je suis en train de lire en ce moment le livre écrit par Malala, celle qui est le prix Nobel cette année. Et je vois ce qui se passe aussi dans son pays par rapport à la cause des femmes. Mais ils sont en train de détruire leur société en mettant la femme, je veux dire... sous pression, en la cachant, elle ne sort pas, il ne faut pas qu'on la voie, il ne faut pas qu'elle aille à l'école. Heureusement qu'il y a des esprits libres qui disent non, il faut... Eh ben, voilà, Malala est meilleure que tous ceux qui la combattent, qui lui disent que les filles ne doivent pas à l'école. Elle obéit au prophète. Et elle obéit à Dieu. Pour ceux qui sont pratiquants et religieux. Je voulais revenir par rapport à ça, au changement de la société, puisqu'on a parlé des jugements de valeur. Quand j'ai été reçue par Sa Majesté en 2000, déjà les Marocains ont vu. Et ça a été, si vous voulez, symboliquement, sa main qui a été mise, il a mis sa main sur la tête
de quelqu'un qui s'occupe de problèmes difficiles. Ça, j'ai l'impression qu'il nous a donné une clé en or pour ouvrir le cœur des Marocains. Ce n'est pas encore fait. Alors, je dois dire aussi qu'aujourd'hui, il y a un changement dans l'état d'esprit des gens. Aujourd'hui, je peux être arrêtée par, et ça m'est arrivé plusieurs fois, par des personnes, on appelle le hijab, la burqa. Complètement, la femme complètement, voilà, qui vient et elle m'étreint. Le niqab. Un niqab complet. Hein. J'ai cette réaction de peur. Ça vous dérange, vous, personnellement? Non, c'est instinctif, parce que j'étais condamnée en 2000. Et elle me dit, on t'a compris aujourd'hui, que Dieu te bénisse d'avoir eu le courage de parler et d'avoir eu le courage de faire découvrir quelque chose qui est tout à fait humain et ça nous a permis de nous revoir, de reconsidérer un petit peu notre façon de faire. Pourquoi je dis ça? Parce que ce n'est pas mon apport personnel, non, c'est grâce aux médias aussi. Vous savez, quand vous passez dans une télévision, une radio, vous rentrez dans les foyers, vous parlez à la famille. Si vous utilisez des mots qui ne dérangent pas, qui amènent les gens à se repositionner, la fille ne va pas se sauver parce que son père est en train d'écouter, vous dites des choses. Celles, les gens écoutent. Et là, je dis aujourd'hui qu'il y a un petit changement qui est en train de s'opérer déjà par rapport à l'action de la personne que je suis. Bon, maintenant, dans la vie au quotidien, malheureusement encore aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes pour les mamans célibataires qui sont exclues de leur famille. Elle peut être instruite ou pas instruite, hein. Riche ou pauvre, c'est la même chose. D'ailleurs, les filles de riches et les filles qui ont fait des études supérieures, moi je les appelle un verre en cristal. Quand ils tombent, il est fracturé, c'est très difficile à ramasser. Alors que les autres, on peut toujours colmater. Alors vous relevez toutes ces problématiques dans ce livre à haute voix, livre écrit par l'association Solidarité Féminine, que vous présenterez aussi demain à l'hôtel de ville de Bruxelles. Ismaël Alvoraoui, vous collaborez avec donc, la ville de Bruxelles à l'occasion de cet événement. Alors comment se présente cet événement? Demain ça se passe donc, à l'hôtel de ville. Tout à fait. Donc, dès 18h, l'accueil des gens. La soirée débutera vers 18h40, 18h45. Et on a une programmation riche. Ce soir-là, donc, nous avons la présentation du livre à haute voix de Solidarité Féminine, présenté par Aïcha Chenna. Nous avons aussi la première édition des ODM Awards. ODM Awards, Orphelins du Monde Awards. On a décidé, donc, pour le 3e anniversaire d'Orphelins du Monde, d'organiser cette cérémonie, de récompenser 4 personnalités du monde du sport, artistique, donc culturel, associatif et entreprise, qui ont collaboré dans la cause de soutien aux enfants abandonnés et aux femmes en détresse en général. Donc, demain, c'est une soirée pour sensibiliser. Voilà. Sensibilisation par rapport à tous ceux qui soutiennent cette cause, par rapport au livre à haute voix de Solidarité Féminine et aussi un grand colloque. Et on va citer les intervenants. Donc nous avons Aïcha Chenna, nous avons Hafid Albaz, chargé de mission à Solidarité Féminine. Nous avons Martina Sabra qui arrive ce soir d'Allemagne, qui est journaliste et consultante en droit des femmes, et Dominique Tewissen, psychothérapeute. Donc c'est le colloque, le titre de ce colloque, c'est « Femmes d'ici ou d'ailleurs ». Entre émancipation et souffrance. Et donc, on va vraiment parler de toutes les problématiques des mères célibataires, de leur évolution, du parallélisme entre la société marocaine et la société européenne. Voilà, on essaye d'être complet et vraiment, c'est vraiment un but pédagogique pour sensibiliser encore plus sur cette thématique. Vous, avec votre association Orphelins du Monde, vous avez encore des événements encore à promouvoir, à organiser. Je pense qu'il y en a un début 2015. Oui, en fait, les gens attendent parce que chaque année, on organise un événement, on va dire, plus artistique. Et donc, on prépare pour début 2015 un gros événement caritatif. On espère encore inviter Madame Chenna si elle répond à l'invitation. Et donc, voilà, mais je suppose qu'on aura l'occasion d'en reparler. Avec plaisir, et je vous inviterai en temps et en heure. On va tout doucement conclure l'émission. Merci Ismaël d'avoir été avec nous. Merci à vous. Aïcha. Alors, je tiens absolument à vous remercier parce que non seulement vous m'ouvrez votre porte, mais vous ouvrez votre cœur et vous nous permettez de rentrer en contact avec la société ici en Belgique parce qu'elle nous regarde. Et il y a, comme vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de frontières. Nous sommes des êtres humains, tout simplement. Quand Dieu nous crée, il crée
à partir d'une cellule. Voilà. Voilà. On peut peut-être lancer l'affiche de l'événement de demain, l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Il y aura pas mal de performances. Hein. Vous pourrez aller retrouver ça sur Facebook, Orphelin du Monde, ou même le Facebook de Aïcha. Allez-y, envoyez-lui un petit message. Voilà, dites-leur vos... Je vais vous dédicacer. Vos impressions et une dédicace, voilà. De manière voilà, dédicace. Vous allez le faire lire à toute l'équipe. Hein. Bien sûr. Tout le monde doit le lire. Avec plaisir. Je vais prendre les deux. Voilà, je vais peut-être quitter le... Je vais vous donner... Voilà, c'est ça. Voilà. Et je vous ferai la dédicace tout à l'heure. J'aime bien parce que quand je me lève, je ne sais pas si on peut... Quand je me lève, on voit mon coussin. Hein, c'est le charme de la télé, ça me fait beaucoup... ça me rend beaucoup plus grand, on va dire comme ça. Et voilà. Aïcha, votre carrière vous précède. Donc vous avez ici écrit Miseria. Et ici, votre deuxième bébé, on va dire, même si ce n'est pas vous qui l'avez écrit, c'est plutôt votre association, puisque vous êtes présidente de cette association. Oui. Aïcha, un grand merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie au nom des mamans et des enfants de solidarité du monde entier. Parce que là, on va servir une cause à travers le monde. Si vous êtes regardé par le monde entier, j'espère que le monde entier va ouvrir son cœur et son esprit. Parce que moi, je dirais à tout le monde, vous savez, c'est pas difficile. Il suffit de prendre une minute de silence, de réfléchir, de mettre la main sur son cœur et se dire « et si c'était moi ?» Personne n'a choisi sa famille, ni vous ni moi. À partir de là, on peut commencer à travailler. Oui, et c'est avec cette belle phrase, cette belle morale de fin que nous allons conclure l'émission. Merci à Aïcha d'avoir été avec nous, merci Ismaël d'avoir été avec nous, merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de votre fidélité. On se donne rendez-vous dans la prochaine émission d'Oussama Live. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I don't wanna be afraid, but I can't help myself.